regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, c'est le temps de l'année où il y a des festivals. Il y en a plein dans notre région. C'est extraordinaire. Je sais qu'en fin de semaine, si je ne me trompe pas, à Orléans, c'est le fameux festival des bières. C'est quand même assez nouveau à Orléans. Et puis, si je ne me trompe pas, là, d'ailleurs, c'est ma fille qui me l'a dit. Parce qu'ils sont branchés, les jeunes. Alors ça commence à Orléans, mais il y a aussi plein de festivals par rapport à la musique dans notre région. Et puis, je pensais aujourd'hui peut-être en partager avec vous quelques-uns. Il y en a peut-être même trop pour mentionner, mais on pense souvent aux mêmes. Mais je vais vous dire qu'il y en a plusieurs dans la région. Alors, lorsque la chaleur s'installe, la magnifique capitale du Canada accueille plusieurs festivals de musique de réputation internationale. Alors, les étoiles du jazz, il y a pop country, on passe par la musique indépendante, la musique folk. Il y a quelque chose, certainement, pour vous mettre, comme on dit, les chaussures à vos pieds. Alors, voici ce que j'y vais par mois. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe un tout petit peu, juin à juillet. Alors, juin, on commence par Westfest, qui aura lieu du 8 au 10 juin. Alors, chaque année, plus de 100 000 personnes se rassemblent juste à l'ouest du centre-ville d'Ottawa à l'occasion de ce festival gratuit, celui-ci est gratuit, dans le cadre duquel l'art et la culture du Canada sont à l'honneur. Alors, en 2018, le Westfest se déroule à l'Arena et le parc Tom Brown, situé à l'extrémité est du quartier dynamique de Wellington West. Profitez de spectacles de musique, nourriture, bière artisanale locale, on aime bien ça. Il y a un pavillon autochtone, des zones d'activités familiales aussi et de nombreuses autres activités amusantes. Alors ça, c'est le 8 et le 10 juin, alors c'est très bientôt. En fin de semaine, ça veut dire ça. Ensuite, il y a le Festival franco-ontarien. Celui-là, on le connaît bien. Pour moi, c'est un de mes préférés. Celui-là se passe du 14 au 16 juin. À chaque année, au mois de juin, la population ontarienne d'expression française, de même que les francophones et francophiles, de tous les horizons se rassemblent au centre-ville d'Ottawa à l'occasion du Festival franco-ontarien. Alors, cet événement d'envergure célèbre la culture francophone en présentant des concerts, des arts de la rue et du divertissement. Alors, assistez aux spectacles présentés par les artistes francophones de l'Ontario, du Canada et de l'étranger. Et il y a du plaisir pour toute la famille lors de ce festival. Ensuite, on tombe dans le Festival de jazz d'Ottawa. Alors, son vrai nom est Festival de jazz d'Ottawa TD, mais nous, on le connaît plus comme le nom Jazz Fest. Alors, celui-là, c'est du 21 juin au 1er juillet. Alors, un petit peu plus long, celui-ci. Alors, à chaque été, l'un des plus importants festivals de musique d'Ottawa, connu localement sous le nom Jazz Fest, attire certains des milliers les meilleurs artistes, de jazz du monde, ainsi que de nouveaux venus dans l'univers du jazz. Alors, les concerts se déroulent sur plusieurs scènes, en plein air, près de l'Hôtel de Ville d'Ottawa, et des spectacles plus intimes sont présentés en salle partout au centre-ville. Alors, cette année, la liste électrique d'invités se compose de Chaka Khan, Alison Krauss, Herbie Hancock, Saint-Germain et bien d'autres artistes canadiens et internationaux. Alors, n'oubliez pas que le festival se termine le 1er juillet, mais le jour de la fête du Canada, le 1er, l'accès au concert Jazz Fest est gratuit, seulement le 1er, alors le jour du Canada. Ensuite, on tombe dans le festival de bateaux dragons d'Ottawa Tim Hortons. Donc, nous autres, on appelle ça plutôt le festival de bateaux dragons. Celui-là est du 21 au 24 juin. Alors, c'est une tradition annuelle, une tradition historique des bateaux dragons qui a lieu au parc de la baie Moonies, juste au sud du centre-ville d'Ottawa, au bord de la rivière Rideau. Alors, plus de 200 équipes s'affrontent dans le cadre du plus important événement de bateaux dragons en Amérique du Nord. Cette année, c'est leur 25e anniversaire en plus. Alors, il y a plein de choses qui vont se passer. Alors, en plus d'observer les bateaux et les courses attirantes, il y a aussi... vous pouvez découvrir divers artisans, des exposants, il y a de la nourriture, il y a de la boisson, il y a une zone pour les enfants, des activités, il y a aussi de la musique. Alors, c'est pour ça que j'en parle. Tout ça, là, dans un calibre mondial. Alors, la liste des invités du Festival Bateau Dragon 2018 comprend cette année Sam Roberts, The Sam Roberts Band, Broken Social Scene, Winter Sleep, Colorado, Matt Mays et beaucoup d'autres. Alors, c'est des noms que vous reconnaissez sûrement. Ensuite, celui que les jeunes connaissent le plus. Je suis sûre que les jeunes dans la salle ici vont sûrement savoir de quoi je parle. Nous, on le connaît sous le nom Escapade, mais son vrai nom, c'est Bud Light Escapade Music Festival, qui se passe le 23 et le 24 juin. Alors, comme le nom le surnomme,
Les gens d'ici, on l'appelle le Festival Escapade. C'est un festival de musique électronique qui se déroule la fin de semaine avant la fête du Canada au Parc Lansdowne, un lieu de rassemblement très populaire, vous le connaissez sans doute. Et c'est plus ou moins un festival, moi je pense, visé un peu plus pour les jeunes, c'est ce que je pense, mais tous y sont invités, évidemment. Alors, un grand festival de musique d'été, vraiment très piquant. Cette année, on retrouve Alesso, Cascade, Armin van Buuren et beaucoup d'autres encore. Ensuite, on tombe dans la fête du Canada. Ensuite, vous savez, il y a le RBC Blues Fest au mois de juillet, tournoi de Volleyball Hope le 14 juillet, Ottawa Chamber Fest le 26 juillet, Festival Arboretum du 17 et 18 août, Festival House of Pain du 23 au 26 août et City Folk du 12 au 16 septembre. Il y en a de la musique dans notre ville, c'est le fun, hein? OK, aujourd'hui, entre nous, plein de fun. On va parler d'une galerie d'art et de l'école de la salle. On parle avec notre physiothérapeute et on parle de l'école Roger Saint-Denis. Tout ça, ici, à Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny. Je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons des hauts et des bas du diabète et Caroline nous présente des recettes remplies de fibres. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, M. Jean-Claude Bergeron, enseignant, professeur, n'est-ce pas? Oui. Mais aussi artiste. Alors aujourd'hui, on a plein de choses à se dire. Peut-être qu'on peut commencer par les débuts, qui sont vraiment l'école de la salle, n'est-ce pas? Voilà, OK. Donc, le programme des arts tel qu'on le connaît maintenant, le Centre d'excellence artistique de l'Ontario, a débuté en septembre 1983. Donc, à l'époque, j'étais conseiller pédagogique au Conseil scolaire d'Ottawa pour le domaine des arts visuels. Et au conseil même, un des conseillers, je pense que c'était le père de Dalton McKenty, qui était conseiller scolaire à l'époque, qui avait dit, écoutez, on vient de voir dans la région de Toronto, il y a une école qui vient d'offrir une spécialité dans le domaine des arts, de la performance, basée un peu sur ce qui se passait à New York, avec Fame, l'école Fame, la fameuse école LaGuardia. Donc, le conseil scolaire, à l'époque, avait beaucoup d'argent parce que c'était le conseil qui recevait les taxes industrielles et commerciales. Donc, on a suggéré l'idée de voir à instaurer des programmes semblables dans une école secondaire. On pensait à l'époque à un programme bilingue. OK. Et puis, non, je pense que, comme conseiller, ça aurait été difficile. J'ai fait valoir que la culture française, c'était tout à fait différent. On disait oui, le théâtre, oui, mais les arts visuels, ça n'a pas de dimension. Oui, il y en a beaucoup. Donc, finalement, même juste quand on parle du langage comme tel. Absolument, oui. On enlève l'art juste du langage, oui. Donc, finalement, ils ont décidé de faire 2 études. Et moi, j'ai fait l'étude pour la section française. Et finalement, on a présenté le rapport qui a été accepté. Puis on m'a dit, bon, ben, c'est toi qui va l'ouvrir. Wow. Donc, est-ce que de la Salle était la première école de son genre dans notre région? Oui,
Oui. Bien, l'école existait déjà comme une école académique normale, mais on voulait, dans le rapport, on suggérait que ce soit de la salle à cause de la proximité du Musée des Beaux-Arts et du Centre national des arts, avec qui on a travaillé beaucoup. Oui, parce que les gens ne sont pas certains de la salle, c'est pas loin, le King Edward Murray, un tout petit peu. Là, voilà, c'est la Basse-Ville. La Basse-Ville. La Basse-Ville d'Ottawa. Donc, c'est là que finalement, ça s'est instauré. Et j'ai eu cette opportunité, cette chance, cet honneur de le mettre sur pied. Et avec des gens, on avait un comité aviseur qui comprenait à l'époque Ludmila Chériaef pour le ballet, Jeanne Renaud pour la danse contemporaine, François Bernier pour la musique, André Brassard pour le théâtre, et on a eu Lepage aussi qui est venu après ça. Donc, on est parti comme ça et on a ouvert en 9 et 10. 2 niveaux en septembre 83. Comment c'était au début? Alors là, c'est 1983, septembre, 9e, 10e année. Let's go, on a un programme d'art. Comment ça a été vécu au tout début? Au départ, c'était une aventure extraordinaire. Tout le monde était très heureux. Même les élèves qui étaient un peu plus âgés regrettaient d'avoir été trop vieux pour ne pas être inscrits dans le programme. Et au début, on avait 89 élèves seulement pour les 2 niveaux. La première année. Il y avait des auditions, il fallait choisir les étudiants. Et je me rappelle, à l'époque, on avait sélectionné 2 élèves en musique vocale. Et puis là, le conseil scolaire m'avait dit, écoute, ça n'a pas de bon sens d'avoir une classe pour 2 élèves. Alors, je dis, si vous ne permettez pas ça, on n'aura jamais de musique vocale. Il faut commencer quelque part. Mais je peux vous promettre qu'à la fin de l'année, ces 2 élèves-là vont chanter. Mais oui, c'est ça. Et ça va grandir aussi. Voilà. Et ça prouve que il y a un... Vous faites des auditions, comme ça donne valeur à ce que vous faites. On a des auditions et voici qui ont choisi parce que vous êtes capable. Tout le monde est capable, mais il faut s'entendre quand on a des auditions. Mais ça donne la valeur un peu à ce qu'on fait aussi, Absolument. je trouve. Donc, finalement, ils m'ont laissé faire et le programme aujourd'hui en musique vocale, écoute, la semaine dernière, on fêtait le 35e, puis on avait une de nos anciennes qui chante au Metropolitan à New York, chanteuse d'opéra. Ça vous donne des frissons quand vous pensez à ça? Absolument. Donc, je me dis... Voilà, on a permis que ça se fasse et ça a été un succès. À partir de ce moment-là, on avait 9 et 10. Est-ce que ça s'est propagé à 9, 10, 11, 12? Oui. Chaque année, on ajoutait une année au curriculum. Oui, parce que là, une fois qu'ils ont gradué, le 9e s'en va en 10e, le 10e s'en va en 11e. OK. Puis à l'époque, on avait la 13e année aussi. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui fait que nos élèves, quand ils arrivaient en 13e année, ils étaient tellement forts que les universités les prenaient en 2e année. Et même, on avait des étudiantes en théâtre qui passaient directement à l'École nationale de théâtre à Montréal. C'était... c'est fabuleux, hein? Parce que nous, on n'avait pas de cégep, nous, hein? Non, c'est vrai. Tandis qu'en 13e année, ils peuvent passer directement. À l'université, oui. Donc, Et puis, il faut savoir que même si c'est une école d'art, les matières sont quand même là enseignées aussi, le français, les mathématiques, l'anglais, certains cours de spécialité sciences, tout ça. Là. Ça faisait partie de l'enseignement aussi. Oui, parce qu'à l'époque, on disait, écoute, on va mettre les arts à de la salle, puis on mettra le centre de douance. Il y avait le centre pour les surdoués à Charlebois. J'ai dit, écoutez, on ne peut pas séparer les deux, parce que pour faire de l'art, pour être créateur, il faut être aussi doué. Oui. Et si Léonard de Vinci avait tout, il était peintre, il était aussi inventeur. Il faut créer un milieu dans lequel ces jeunes-là pourront s'épanouir de cette façon-là. Sinon, on risque de faire des faiseurs. Parce que pour être créateur, il faut aussi être intéressé dans plusieurs domaines, puis avoir du talent dans plusieurs domaines. Et finalement, les premières années, quand on a vu ces jeunes-là, ils étaient multitalentueux. Il y en a qui étaient, même au niveau des Olympiques, ils étaient musiciens, ils étaient dans le centre de douance. Donc, on retrouve des jeunes comme ça qui ont le talent, tout tombe sur la même personne. Et puis, ça fait des créateurs. Et puis là, vous l'avez dit, là, 35e anniversaire, il y a eu le gala tout récemment. Comment ça s'est passé, le gala? Ça a été spectaculaire. Moi, on me faisait un hommage, en fait, et on a fait venir des jeunes dans toutes les disciplines. On a choisi un ancien dans chaque discipline pour venir représenter sa discipline au cours des 35 ans. Wow. Donc, c'est des gens aujourd'hui qui font carrière internationale, souvent, et qui ont 40 ans. On vieillit comme tout le monde. Oui, pas du tout. Nous, on vieillit pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la veille, on avait des panels avec des jeunes qui ont été diplômés des arts, mais qui ne sont pas artistes. Qui ont fait des carrières et comment les arts ont contribué à l'éclosion de leur carrière autre. Et on avait des gens dans le domaine de la robotique, par exemple. Joëlle Pinault, qui était une excellente violoniste,
qui n'a pas demandé le prix d'excellence, qui a joué pour l'Orchestre symphonique d'Ottawa, mais qui est allée plutôt vers l'intelligence virtuelle. Oui. Et elle est aujourd'hui directrice du module de Facebook à Montréal. Elle enseigne à McGill. Wow. Donc, vous voyez, c'est un autre qui est architecte, une autre qui est avocate. Donc, c'est des gens qui étaient des anciens de théâtre et qui sont devenus, même d'ailleurs, notre députée d'Ottawa-Vanier, Mona Fortier, une ancienne de danse de l'école. Donc, dès les premières années. Donc, ce qui fait que finalement, ce qu'on disait toujours, mais qu'est-ce que vont faire ces jeunes-là? Tu sais, l'art, il y a beaucoup de compétition, il n'y aura pas de job pour tout le monde. Bien, écoutez, ça fait... ils ont réussi dans une carrière, même si elle n'est pas artistique, mais que l'art leur a donné cette dimension plus. Bien, j'ai deux sœurs et un frère qui sont à l'aide de la salle. Alors, je dirais à partir de 85, 86, 5, 6, ensuite 7, 8, 9, quelque chose comme ça, là, dépendamment de l'âge. Puis, ils ont chacun choisi leur art préféré. Ils ont adoré ce qu'ils ont fait. Ils ont des carrières aujourd'hui. C'est pas parce qu'on poursuit une passion en art qu'on peut pas avoir une carrière, même si une carrière autre que la musique ou que le théâtre. Et souvent, les employeurs vont chercher, quand ils font des entrevues, les gens qui ont des expériences artistiques, parce qu'ils pensent différemment. Ils sont plus créateurs. Oui. Donc, c'est... Je vous garde avec moi. On va prendre une toute petite pause. On va continuer la discussion au sujet de la salle, mais on va aussi parler de votre galerie d'art, Jean-Claude Bergeron. C'est beau? Plaisir. Alors, restez avec moi. Vous aussi à la maison, restez avec moi. M. Bergeron restera aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacré mon cœur, mais je peux pas passer le quart de porte. Je voulais sacrer mon cœur, mais je peux pas passer le quart de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au deuxième étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre mon cage. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me pousse en douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas, j'ai un culot dans la noirceur. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On discutait avant la pause avec M. Jean-Claude Bergeron, anciennement enseignant à l'école de la salle. Quel était le sujet que vous enseignez plus particulièrement? Art visuel. Art visuel, Oui, c'était ça pour vous. Pendant combien de temps? J'ai fait 5 ans avant le programme des arts, dans les années 70, 5 ans comme enseignant d'art visuel. Et après, j'ai été conseiller pédagogique dans ce domaine-là pour le Conseil scolaire d'Ottawa et pour la province de l'Ontario, pour les écoles francophones. Donc, et après, le programme des arts s'est greffé là-dessus en 83. Et j'ai géré ce programme-là jusqu'à l'an 2000. Mais entre-temps, j'étais aussi artiste professionnel. Donc, ma base, moi, ma formation est de graveur, donc l'eau forte, la litho, la sérigraphie et tout ça. Okay. Donc, parallèlement à mon enseignement, je faisais aussi le travail de création et j'exposais régulièrement dans les galeries aussi. Incroyable. Donc, mais quand j'ai pris le programme de la salle, c'était beaucoup d'énergie. J'allais dire. Donc, j'ai arrêté la production et je ne suis pas revenu à la production depuis. Donc, depuis 82, je n'ai pas produit d'œuvres. Okay. Par contre, j'ai ouvert une galerie entre-temps et je vends celle des autres. Donc, c'est peut-être plus payant.
Alors, oui, parce que je me souviens, j'étais enseignante pas très longtemps, mais j'étais enseignante avant d'avoir des enfants. Puis tu dis, bof, je vais avoir du temps de faire des choses. C'est pas vrai qu'on a du temps. Les enseignants, c'est pas, tu sais, les gens qui disent, bof, c'est 9 à 3, là, laissez-moi vous dire, c'est du travail d'être professeur, puis quand on veut tout donner à nos élèves et à notre école. Parce que dans votre cas, c'était pas seulement la classe, c'était ce qu'on tentait de créer, d'amener à Ottawa un tout premier. L'ensemble du programme. Puis là, maintenant, les écoles d'art, on voit ça un petit peu plus souvent maintenant. Oui, parce qu'à partir justement des années 80, plusieurs conseils scolaires en province en ont ouvert, anglophones, francophones. Oui. Mais il reste que de la Salle est toujours la pionnière et c'est celle qui attire le plus actuellement. En tout cas, moi, j'ai un fils musicien, puis ça a changé sa vie. De pouvoir poursuivre, faire des études, mais se poursuivre la musique. Il est à l'université en programme de musique. Ça épanouit un jeune qui a une passion comme ça. On n'est pas tous comme ça. Pour certains, c'est mathématiques. Pour d'autres, c'est la langue. Alors, ça nous prend des Molières. Mais quand tu peux trouver quelque chose dans ta passion et que l'école nourrit cette passion-là, c'est là que l'apprentissage fonctionne bien. Ça, c'est mon avis à moi. C'est mon avis personnel. J'ai toujours dit à mes jeunes, si tu veux, tu peux. Oui, exactement. Il faut que tu mettes l'énergie. C'est ça. Oui. Alors ça, vous venez de le mentionner. Alors, vous étiez artiste. On a mis ça de côté pour travailler avec le programme, tout ce qui se passe avec de la Salle. Puis là, on retourne un petit peu à la galerie que vous avez ouverte. C'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Seulement des œuvres en gravure? Pas nécessairement. Au départ, oui. Parce que comme j'étais graveur, quand j'ai ouvert la galerie, je faisais partie de l'association professionnelle de graveurs. Donc, tout le monde a dit, on va aller chez Jean-Claude parce qu'on sait que notre travail va être bien accepté, bien présenté et tout. Donc, les 10 premières années, je faisais que papier. Et j'avais débuté des concours biennales canadiens où on demandait aux artistes de nous envoyer une œuvre sur papier, puis avec des jurys, on faisait une sélection, on faisait un catalogue, une réception et tout ça pour... et ça me permet, moi, de connaître des artistes canadiens hors mon cercle professionnel. Et après 10 ans, il y a des artistes qui m'ont dit, écoute, Jean-Claude, nous, on fait des tableaux aussi, on voudrait bien les montrer. Donc, on mettait les tableaux dans une pièce à côté et on mettait les gravures dans la galerie. Fait que là, j'ai commencé à intégrer les tableaux des mêmes artistes. Et puis, depuis ce temps-là, maintenant, je fais un peu de sculpture aussi, peinture et gravure. Et quand on parle de gravure, est-ce qu'on parle quand on creuse dans un matériel et puis que... Oui, d'une certaine façon, oui. L'eau forte... C'est très simple, je ne suis pas artiste. Il y a l'eau forte qui est faite sur des plaques de cuivre, donc c'est la sénétrique, la litho qui est faite sur pierre, la sérigraphie à travers des écrans de soie. Comme vous dites, on peut creuser aussi dans le linoléum, dans le bois, pour faire des impressions. Donc, on a quand même des grands artistes. Riopelle a fait de la gravure beaucoup. Pellan en a fait... le mieux, je ne crois pas. Mais beaucoup de nos jeunes, quand ils sont aux Beaux-Arts, ils font des cours en peinture, en gravure, en sculpture un peu. D'autres comme moi, qui allaient aux Beaux-Arts pour la peinture, et je ne connaissais pas la gravure. Et je suis arrivé là-dedans, j'ai tellement aimé ça que j'en ai fait une spécialité. Bien, j'allais dire, OK, comment est-ce que ça a commencé pour vous, cette passion? Où vous l'avez trouvé, cette passion pour la gravure? Par hasard. Ah oui, hein? C'est que j'étais inscrit à l'Université d'Ottawa au début du département des arts visuels. J'étais inscrit en peinture. Parce que vous aimiez la peinture comme telle. Vous faisiez de la peinture. Oui, je ne connaissais pas la gravure. D'accord. Et finalement, le professeur, qui était un prof français, son père est décédé 2 jours avant le début des cours. Ouf. Donc, ce qui fait que le cours de peinture était retardé. Et le directeur du département a dit, écoutez, on a ce prof-là qui arrive d'Espagne, qui est un graveur. Prenez gravure en attendant, c'est pas perdu, ça va vous donner des crédits. Ben oui. Fait que je suis embarqué là-dedans. J'ai tellement aimé ça que ça a été ma spécialité. Incroyable. C'est drôle comment les choses arrivent comme ça par accident. Absolument. Hein? Puis maintenant, si vous venez, l'expo que j'ai présentement, c'est une exposition internationale que je fais tous les 2 années. Parce que je vais à Paris chaque année maintenant depuis ma retraite, et j'achète des œuvres. Et c'est la 6e édition là, qui est présentée actuellement dans ma galerie. Donc, ce sont toutes des estampes, donc des gravures eau forte, sérigraphie, lithographie de grands maîtres. Donc, les artistes qui ont fait carrière en France, il n'y en a que 2 Canadiens. Il y a Riopelle et Marcel Barbeau, que j'ai dans l'exposition. Les autres, c'est Miro, il y a un Suédois, il y a un Japonais, il y a un Chinois, il y a des Catalans, des Belges. Donc, c'est tous des gens qui ont fait une carrière en France. Avez-vous autant presque de plaisir à trouver des nouveaux artistes que de créer l'art vous-même? Est-ce que c'est le fun de tomber sur quelqu'un que peut-être personne connaît, mais vous voyez le potentiel?
plus maintenant, parce que la galerie a 25 ans, je prends très peu de nouveaux artistes. Ah, compris. Donc, c'est tous les artistes qui sont là depuis le début s'attendent d'avoir des expositions régulièrement parce qu'ils continuent à produire. Okay. Donc, ils ont leur exposition. Tandis que les autres, ce sont des œuvres que je vais acheter, par exemple, d'artistes qui sont décédés. Je veux dire, quand je vais à Paris, Miro, je ne pourrais pas avoir une toile de Miro comme ça, c'est rechercher plusieurs 100 000 $. Tandis que même une gravure à 15 000, je veux dire, ce sont des multiples originaux. Mais quand même, ça permet aux gens d'avoir un Miro chez eux sans avoir à vendre la maison. Oui, ou aller à Paris pour aller le chercher. Absolument. Où elle est située, votre galerie? Elle est près du Musée des Beaux-Arts, au centre-ville, sur la rue Saint-Patrick, en face de l'archevêché, côté de la cathédrale. Okay. Elle est facilement reconnaissable. Il y a une sculpture en pierre dedans. Donc, et c'est marqué dans la vitrine. Oui. Et c'est une maison héritage. Elle est dans une maison historique, qui était la maison de Charlotte Lemieux, qui était ma patronne au conseil scolaire. Ah, wow! Regardez, c'est comme on a fait la boucle presque. Oui, et par hasard, je suis entré chez elle. J'ai dit, Charlotte, un jour, si vous vendez cette maison-là, dites-le moi. Je la veux. Et finalement, elle m'a appelé, puis j'ai bien prendre un café après la mort de ses parents. Et puis, elle a dit, fais-moi une offre. Et c'est là que ça a commencé. Voilà la magie. La vie est faite de petits hasards comme ça, finalement. Oui. J'adore des histoires comme ça. Écoute, moi, je veux que les gens puissent aller visiter votre galerie. Est-ce que vous êtes ouvert ce rendez-vous seulement? Non, je suis ouvert tous les jours, de midi à 5h30, sauf les lundis et mardis. OK. Le dimanche, on est ouvert parce qu'on est sur le marché Bail. Oui, il y a plein de gens qui se promènent. Donc, mais il y a aussi le site web galerie jean-claudebergeron.ca, tout ensemble. C'est ça. Les gens peuvent aller voir les détails. À ce moment-là, l'adresse, s'il faut. Oui, tout est là, sauf que le site est présentement en construction. Okay. On peut voir des choses, mais c'est difficilement navigable. Ça devrait être réglé d'ici une semaine. OK. On est capable d'être patient. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler. Félicitations. En tant qu'une maman d'enfant, j'ai une fille qui est en théâtre et un fils en musique. Le fait que l'art est venu à Ottawa a fait que d'autres écoles, tu sais, ça s'est propagé et puis vous avez donné, ça a donné aux jeunes, c'est extraordinaire ce que vous avez donné. Il y a une belle expertise qui est là avec le temps parce que même les enseignants actuellement, il y a plusieurs des enseignants dans le centre qui sont des anciens qu'on a formés. Donc, c'est un peu une filiation qui se fait là. Donc, l'orientation, la philosophie reste la même et se perpétue à travers des jeunes qu'on a formés. Donc, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je vous invite à la maison de visiter le site web. Il y a peut-être des petits pépins tout de suite. Donnez-y 5-6 jours et tout devrait être réglé. Galerie jean-claudebergeron.ca. On s'en va à la pause. À notre tour, on va parler avec Marie-Chantal Desrosiers, directrice de l'école Roger Saint-Denis. Restez avec moi. On revient dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques, on affiche des choses les plus belles. Il y a de l'amour dans l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, Mme Marie-Chantal Desrosiers, elle est la directrice de l'école Roger Saint-Denis. Bonjour, bienvenue entre nous. Merci, bonjour. C'est une toute nouvelle école, moyennement nouvelle, ou ça fait très longtemps qu'on est là? Ça fait très longtemps. En fait, c'est la première école francophone dans l'ouest de la ville, donc elle date de 78. Alors, mais on lui a refait une petite beauté dernièrement, on a recréé plein de nouvelles choses et on a lancé notre vocation Matisse cette année. Alors ça, c'est tout nouveau, ça, cette vocation. En effet. Dans votre école. Et puis, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'impliquer ça, d'apporter cette vocation? En fait, c'est une école, justement, dans un secteur un peu vieillissant. Donc, on voulait lui donner un petit peu une plus-value, en fait, pour avoir attiré les gens dans notre école. Et puis, nous aussi, motiver notre équipe, créer un sentiment d'appartenance. Alors, Matisse, dans le fond, c'est définitivement la première école francophone à offrir ce service-là au Canada. OK. Alors, qu'est-ce que c'est, Matisse? Oui. Alors, c'est une approche pédagogique qui met l'accent surtout sur les mathématiques, les arts intégrés, la technologie, l'ingénierie et les sciences. OK. Alors, ça, c'est les matières d'aujourd'hui, ça, faut le dire, là. C'est ça. Là où sont la plupart des gros emplois. Dans le fond, Matisse, c'est aussi un engagement vers le développement des compétences du 21e siècle. Alors, on veut aider nos élèves à s'amuser en apprenant, mais on veut aussi leur permettre de créer, de développer leur créativité, de manipuler pour pouvoir en arriver à faire les mêmes apprentissages que d'autres élèves, mais de façon plus dynamique. On peut voir à l'arrière-plan un petit peu ce qui se passe dans l'école. Ça, c'est l'heure du lancement, justement. Alors, les élèves se sont beaucoup amusés. Alors, à quel moment vous avez lancé cette vocation Matisse? On a fait 2 lancements. On en a fait un plus pour nos élèves parce que je pense que c'est les principaux acteurs dans la vocation Matisse. Et puis ça s'est fait au mois de février. Et puis, cette année? Oui, cette année, en 2018. Et puis, au mois d'avril, on a fait un 2e lancement pour la communauté, les gens autour qui se questionnaient beaucoup par rapport à Matisse. Parce que Matisse, c'est plus facile à vivre qu'à dire, en fait. Oui. Donc, ils sont venus le découvrir et c'est nos élèves qui ont animé la 2e partie du lancement. Et puis, est-ce que c'est une vocation qui s'applique à l'école entière, alors des tout-petits, comme on peut voir, jusqu'à ceux qui sont en 6e année? Ou... Tout à fait. Okay. Et bizarrement, c'est nos petits qui sont souvent nos initiateurs parce que, dans le fond, au préparatoire, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de création. Alors, tout ça part d'eux et puis ils deviennent nos grands créateurs jusqu'à la 6e année. Alors, le jeune qui était, disons, en 5e année l'année passée, puis là, cette année, il est en 6e année, puis il vit ça. Est-ce que vous recevez du feedback de ce jeune-là, savoir comment il vit ça, cette différence? En fait, encore une fois, c'est plus difficile à dire, mais on le voit dans leurs yeux et il y a beaucoup de passion. Ce que ça a créé, c'est un sentiment d'appartenance à l'école, puis pas seulement au sein des jeunes, dans le fond, dans l'école, mais au sein de l'équipe école. Alors, on vit une évolution où les gens ont comme le goût d'apprendre, ils ont le goût d'explorer et on me pose beaucoup de questions, même parmi les membres de l'équipe. À la prochaine réunion du personnel, moi, j'aimerais ça essayer l'atelier de tel prof parce que je ne l'ai pas vécu pendant le lancement, j'aimerais ça le vivre. Alors, il y a beaucoup d'engagement et ça, c'est super agréable et c'est un climat de confiance qui est pas mal génial. Alors, quand on parle d'apprentissage numérique, on parle de quoi? Apprentissage numérique, c'est l'intégration des technologies à travers l'apprentissage. Alors, ce que c'est exactement, dans le fond, c'est qu'on veut utiliser la technologie pour apprendre, c'est certain, mais on ne veut pas le faire de n'importe quelle façon. La technologie, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Alors, c'est important que les enseignants aient toujours une intention pédagogique avant de se lancer avec un appareil technologique, que ce soit de la robotique, que ce soit un ordinateur. On doit bien le faire, on doit le faire en respectant un certain cadre. Et puis, auparavant, les enseignants étaient un peu comme la source du savoir. L'enseignant devait savoir, il enseignait, l'élève apprenait et tout ça. Maintenant, c'est l'inverse. Souvent, les élèves arrivent avec déjà plusieurs questions, beaucoup de connaissances, sont très exposés à différentes choses. L'enseignant doit être le facilitateur de ça. Alors voilà, c'est très différent. Puis, il y a un temps où on avait le droit uniquement à la calculatrice. C'était le grand règlement, Julien, là, mais c'était le grand règlement. Nier la chose ou les choses que les jeunes utilisent à tous les jours, ça n'aide pas. Ils sont sur l'ordinateur, ils sont sur la tablette, ils sont sur un téléphone, ils ont accès à de l'information, ils peuvent trouver des réponses facilement s'ils le veulent. Tout à fait. Alors, pourquoi ne pas prendre ces bébés-là, comme on aurait dit, puis les incorporer dans leur apprentissage. Puis là, on en fait un plus. Exactement. On s'en sert de façon positive. Tout à fait. Puis je dirais que ce qui est important, c'est de les amener à être capables de poser un regard critique sur l'information qu'ils reçoivent, parce qu'on est bombardé d'informations, médias sociaux, la technologie, etc., etc. Qu'est-ce que l'enfant va faire avec ça? Il doit être capable de se dire, est-ce que c'est une bonne information? Est-ce que c'est une information pertinente pour le cadre du travail que je dois remettre? Parce que c'est beau mettre plein d'informations, mais est-ce que c'est pertinent? Alors, c'est important que
nous, comme facilitateurs, justement, on soit les guides à travers ça et qu'on les aide à poser ce regard critique là, par rapport à la technologie et tout ça. Alors, les défis, quand on parle de la technologie, est-ce qu'il y a certains défis avec tout ça? L'accessibilité, en fait, s'assurer de toujours avoir accès et d'avoir un accès égal pour tous nos élèves, penser à nos élèves qui sont un petit peu plus démunis. S'assurer de le faire dans un cadre où nos élèves apprennent à devenir des citoyens respectueux de l'utilisation de la technologie. Puis je dirais l'intention pédagogique toujours derrière l'utilisation de la technologie. Incroyable. Alors, là, ce que vous tentez de faire, c'est vraiment d'amener les compétences de ces jeunes-là au 21e siècle. C'est en fait tout un travail, ça. Oui. Puis moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'emplois qui n'existent même pas encore aujourd'hui auxquels nos élèves vont être confrontés quand ils vont arriver sur le milieu du travail. Alors, plusieurs compagnies, comme par exemple Google, Shopify, ont déjà réalisé à quel point, justement, les compétences du 21e siècle, et là, on parle de communication, collaboration, développement de l'esprit critique, on parle de leadership, toutes les compétences qui permettent à un enfant d'être très flexible au niveau du marché du travail. Avant, on pouvait commencer un emploi et passer 30 ans dans cet emploi-là. Dans le temps de nos parents, c'était comme ça. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, les jeunes vont devoir être de plus en plus flexibles et être capables de changer d'un emploi à l'autre. Et ces compétences-là, ils ne se perdent pas. Au contraire, ce sont des atouts d'une place à l'autre. Qu'on apporte avec nous, si on veut, notre bagage positif, si on veut, l'expérience et ce qu'on connaît. C'est ça, exactement. Le CECCE a son profil de sortie de l'élève où on a vraiment des étapes très précises quant à la transformation de l'expérience d'apprentissage, et Mathis colle parfaitement bien à ce profil-là, justement. Bon, ben alors là, l'année scolaire, c'est bientôt fini. On est déjà rendu au mois de juin, j'en viens juste pas. Oui. Alors, c'est quelque chose qui va se poursuivre au mois de septembre? Définitivement, oui. Définitivement. Et puis, on a déjà une belle demande au niveau de Mathis, là. C'est incroyable, les questions qui viennent d'un peu partout, des écoles environnantes et puis du secteur environnant, même plusieurs anglophones, mais francophiles qui viennent dire « Ah bien, attends une minute, moi, ça m'intéresse, je pense que ça collerait à mon enfant. » Beaucoup de questions et c'est toujours ouvert. Même pendant l'été, le conseil va répondre aux demandes d'inscription, puis même au mois d'août, si les gens sont... Oui, c'est ça, j'allais dire maintenant. OK, alors, l'année scolaire prend fin, mais on peut commencer déjà à penser à l'inscription. Puis on ne parle pas juste des tout-petits, parce que des gens arrivent. Puis comme nous, c'était un transfert. Alors, je suis arrivée, puis on devait commencer en 5e année. Alors, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire, n'est-ce pas? Tout à fait. On en accueille à tous les niveaux et ça nous fait plaisir de voir ces jeunes-là arriver pleines de créativité puis pleines de nouvelles idées aussi. Alors, pour ça, on devrait aller à écolecatholique.ca? Oui, tout à fait. Puis on a aussi notre site web. On a un blog pour Roger Saint-Denis. Okay. Donc, faire des petites recherches sur Roger Saint-Denis, École à Kanata, puis on a toute l'information sur le site. Puis, c'est pas parce qu'on est à Kanata qu'il n'y a pas des francophones, hein? Oh on non, aime ça. On a une belle communauté francophone. Oui. Absolument. Écoute, merci beaucoup. Ça me fait là, plaisir. j'ai ma curiosité piquée. Là, Mathis, j'aime ça. J'aurais voulu ça, moi, en tant que jeune et aussi en tant que professeur. Ça a l'air vraiment très intéressant. Merci beaucoup. À la maison, écolecatholique.ca, ou bien vous allez juste faire un petit Google, École Roger Saint-Denis Kanata. Vous allez pouvoir voir le blog, à savoir qu'est-ce qu'ils font à l'école, mais aussi commencer à penser à les inscriptions pour l'année 2018-2019. On s'en va à la pause. À notre retour, on va parler du genou avec Arthur Cuenco. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je non, répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non, mais là, vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi, t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai. Juste comme ça. Oh, excuse-moi. Plus. Oh, c'est trop pesant. Oh, parfait. Laisse-la comme ça. A besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents. Au final, ça fait qu'on est complémentaires.
Christian, la fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage Cyrano. C'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous le reconnaissez sûrement, c'est notre physiothérapeute, chroniqueur régulier, Arthur Coinco. Bonjour. Bonjour, bonjour, merci. Aujourd'hui, on parle du genou. Oui. Puis, écoute, c'est, je pense, autre que le dos, c'est peut-être la place où on entend les gens le plus parler de douleurs, de blessures, de bobos, de difficultés. Oui, c'est une articulation très importante et c'est sûr qu'on développe des conditions dans cette partie-là, oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que je suis ici, pour discuter de ces conditions et comment les soigner. OK. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir le plus souvent, en fait, de conditions ou de blessures au genou? Est-ce qu'il y en a qui sont plus fréquentes que d'autres? Oui, ça dépend de quelles activités que vous faites. Alors, on avait le Race Weekend qui se passait. Oui. Et j'ai reçu plein de patients après. Après la course, hein? Oui, j'ai mal au genou. Et ces gens-là développent comme une tendinite. Et oui, parce que c'est 42 kilomètres. Oui. Allez, c'est beaucoup de stress. Je l'ai fait. Je le refais plus jamais. Ouais. Alors, ils développent des tendinites ici dans les... Regarde, je vais le mettre comme ça, puis toi, tu peux pointer à la... OK, alors, on appelle ça le tendon fémoro-patellaire ici. Et on peut développer comme une enflure avec une surutilisation de cette articulation. Alors, les coureurs, les personnes qui sautent, alors des joueurs de basket, des joueurs de volleyball, il y a le Hope Volleyball qui s'en vient, alors tous ces joueurs-là peuvent développer des problèmes. On atterrit, là. Oui, en sautant, puis en mettant à terre. Alors, ces gens-là, il y a des autres athlètes qui développent des problèmes avec beaucoup de torsion. Moi, comme le tennis. Mais le tennis, le soccer, football, le hockey. Oui, alors ils plantent leurs pieds, ensuite ils tournent. Twist le corps, oui. Ouais. Et eux, ils développent des problèmes aux ligaments, les ligaments croisés antérieurs. On parle de ce qui se passe sur les côtés. Oui, les ligaments à côté, ça c'est les ligaments latéraux, les ligaments médial, et il y a autres ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Oh, wow. Ouais, ça c'est avec beaucoup de torsion. Oui. Et juste le monde qui est un peu plus âgé développe ostéoarthrite, ostéoporose. Mais ça, c'est plus des conditions qui développent avec le temps. Est-ce que une personne qui fait de l'embonpoint ou qui a beaucoup trop de poids sur ses jambes, est-ce qu'on risque d'avoir des problèmes aux genoux juste à cause que c'est du poids excessif sur les jambes? Bien, ils deviennent plus vulnérables à avoir un problème comme ça. Okay. On sait avec la compression, le stress qu'il y a sur les articulations et juste le montant d'activité que les muscles doivent faire juste pour bouger, pour transférer tout ça. Alors, comme vous savez, c'est important d'être en bonne santé, d'être très flexible avec les muscles, les articulations, une bonne mobilité. Tous ces facteurs vont aider à cette personne-là. Mais comme je dis avant, les conditions comme ostéoarthrite, ostéoporose, ça c'est quelque chose de plus médical et on peut avoir des tests pour voir si on est à risque pour ces conditions. Là, on parle de sport et c'est du danger que ça peut causer aux genoux, mais tout ça pour dire, ça ne veut pas dire qu'on devrait arrêter de faire du sport. Non. Pas du tout. C'est bon de continuer, mais c'est plus bon de voir quelqu'un, un spécialiste, pour faire une évaluation, pour voir s'il y a un manque de mobilité ou de flexibilité et de donner des exercices à faire spécifiques. Et aussi, c'est quoi, combien de temps pour retourner. Il y a des phases. Pour commencer, il faut réduire l'enflure. Il faut augmenter la mobilité, augmenter la flexibilité. Ensuite, faire des exercices de renforcement. Ensuite, c'est le temps de continuer à retourner en sport. Doucement. Mais doucement, réévaluer et ensuite dire, OK, maintenant, c'est le temps de faire ton course ou faire ton sport que tu aimes faire. Alors, il faut être
patient Ouais. et surtout, il faut écouter. C'est vrai. Alors, il faut écouter. Alors, si le spécialiste, le physiothérapeute dit tel exercice, évitez, bien, évite-le. Tel étirement, fais-le tous les jours, bien, fais-le tous les jours. Il faut s'aider nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Le physiothérapeute ne peut pas tout faire tout seul. Parce que j'ai des clients qui disent « Ah, j'ai pris des médicaments, des anti-inflammatoires. » Mais c'est comme un pansement. Ça n'aide pas avec ce qui est mal. Ça juste ça masque les symptômes. Et il y a des gens qui veulent faire ça parce qu'ils veulent continuer à faire leur sport. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Mais d'avoir une évaluation, de faire les exercices, de continuer à faire les exercices et prendre soin de votre santé, ça, c'est très important. Et il y a des gens qui viennent aussi avec des problèmes de genoux et on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Il n'y a pas de blessure. OK. Oui, j'allais dire. Ouais. Est-ce que c'est toujours facile à décerner, de savoir d'où vient la blessure? Oui, il y a des tests spécifiques à faire, comme pour les ligaments, il faut faire des tests spécifiques pour voir s'il y a une tendinite dans ce tendon. Il y a des tests spécifiques aussi. Mais si le client a la mobilité qui est parfaite, c'est pas sensible au toucher, tous les tests spécifiques sont négatifs, mais il y a encore du mal, là, il faut chercher d'autres parties. Alors, de chercher le dos. Quelle sorte d'emploi que vous faites? Oh, je travaille devant un ordinateur, je suis assis, j'ai mal au dos. Ah, peut-être le problème vient dans une région dans le dos, le bas du dos, qui donne des problèmes ou des symptômes dans le genou. Oui. Alors, il faut regarder les autres parties. On n'assume pas que c'est juste cette partie-là, juste parce que la personne présente avec les symptômes. Il y a un niveau spécifique, L3, alors le troisième niveau de lombaire, qui nourrit le bas du dos. OK. Ah, excuse-moi, le genou, oui, à ce moment-là. Ouais. C'est tellement vrai parce que c'est toi qui as découvert les deux premiers docteurs que j'ai vus m'ont dit que c'était mon épaule. Les deux premiers docteurs ont dit oui, c'est l'épaule, il faut travailler l'épaule, ça va être 6 à 12 mois. C'est vrai, oui. Et puis c'était pas l'épaule, c'était mon coude. Oui. C'était mon coude. Puis après 6 semaines de traitement, peut-être même pas, tout était, tu sais, comme ça. Alors, c'est pas toujours là où présente la douleur. Oui, c'est ça que les gens ont besoin de savoir. C'est pour ça qu'il faut pas juste deviner. C'est bon de voir un professionnel parce que des fois, on se trompe peut-être d'où vient la douleur. Et dès qu'on voit, on découvre la source du problème, là, on va avoir des buts à long terme, à court terme, et de les suivre et de suivre proprement. Oui, il faut qu'on puisse retrouver... Et sinon, et aussi, qu'est-ce qui est important aussi, de réévaluer. Oui. De faire un traitement comme 6 semaines, ensuite, oui, ça marche, OK, on va continuer, ou on va changer un peu, mettre ça un peu plus difficile, mais si ça fait rien, OK, il faut réévaluer, peut-être demander à quelqu'un d'autre de faire l'évaluation, mais de faire comme un traitement pour 1 an sans avoir des résultats, c'est pas bon. C'est pas correct, ça. OK, on va aller à la pause? Oui. Je sais qu'il y a d'autres choses cachées derrière. On veut parler OK, on va faire d'autres choses après la pause. Arthur, reste avec moi aussi. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur la zone. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business et le bonheur qui s'endort. Nouveau décor, ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin la tension. Échappe-toi sans raison et sans raison. Sans raison, sans
joie de vivre sans être ivre. Partir d'un... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Arthur Coenco toujours avec moi, physiothérapeute. On perd du genou. Oui. Bon, alors là, on découvre le bobo. On va voir un spécialiste comme toi. Et là, tu nous suggères des choses, c'est ça? Oui, oui. Alors, afin de faire l'évaluation, si je vois qu'il y a un manque de mobilité, par exemple. OK. Est-ce que c'est la structure? Est-ce que l'articulation elle-même qui est pas bon, qui commence à avoir un peu d'arthrite? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, de faire la thérapie manuelle, ça c'est très important, de sentir quelle sorte de mouvement, qu'est-ce qu'on sent. Il y a le mouvement qui s'appelle le mouvement physiologique. Alors, ça c'est le mouvement qu'on voit. Si par exemple, on voit que le genou bouge comme ça c'est le mouvement qu'on voit. Oui. Mais il y a aussi un mouvement qui s'appelle le mouvement accessoire. Et ça, c'est ce que l'articulation fait à la fin du mouvement. Un peu de glissement, un roulement ou quelque chose comme ça. Et le thérapeute va faire une sorte de thérapie manuelle spécifique pour aider cet mouvement accessoire. Ces deux mouvements-là, OK. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Ça, c'est très important à faire. Si, par exemple, le problème, c'est une tendinite, alors ça, c'est le tendinite est en enflure. À cause de la course, disons. La course. Alors, de aussi faire une sorte de thérapie manuelle comme la friction, pression sur le tendon pour mieux aider avec le sang, la circulation, tout ça. Et il y a aussi des techniques qui sont plus spécifiques pour aider avec le tissu. Il y a des techniques qui s'appellent comme Active Release Technique, Graston Technique. Il y a d'autres techniques, Myofascial Release, des techniques comme ça que le thérapeute peut faire pour aider avec la mobilité et la flexibilité. Du genou. Okay. Ça, c'est quelque chose. Mais aussi, si manque, si c'est instable, c'est pas stable. Oui. Si c'est le problème de ligament croisé antérieur. Exactement. Là, il faut faire des exercices de stabilité, comme de se mettre sur une planche. Ou de mettre sur un pied. Oui, quand on parle de planche, on parle de ça ici. Oui, ça c'est comme la planche, exact. Si tu la mets ici, la caméra d'en haut va pouvoir la capter. Alors, on peut voir que c'est ça, ça ballotte ça. Oui, comme ça. Parce que et on peut faire ça avec les yeux ouverts ou les yeux fermés. C'est les yeux fermés. Oui, c'est plus difficile. Ça, c'est important pour la stabilité, de faire les squats, de faire les mouvements sur un pied. Toutes sortes des exercices de stabilité, ça c'est important si le problème c'est un ligament. On peut aussi être mesuré pour avoir une brace ou un support comme ça qui est spécifique pour la personne. Oui. Quand la personne retourne au sport, ça va aider un peu pour la stabilité. Oui. Mon mari a eu la chirurgie au genou pour le méniscus, c'est le ACL. Oui. Alors, on lui a donné ça, fait pour lui, pour qu'il puisse continuer de skier. Oui, exact. Le ski alpin, c'est vraiment un gros mouvement. Et comme je dis, il y a aussi un mouvement de torsion, twisting comme ça. Là, c'est important de porter ça. Oui. Il y a des recherches qui supportent ça. Et à la fin, de retourner sans avoir... Oui, là, maintenant, il est capable de skier sans... C'est fini, là. C'était juste pour vraiment le premier. Oui. Puis ça devient mental un petit peu. Je devrais-tu? Parce que c'est craintif. Quand ton genou lâche, ça fait peur. Oui. Alors, cette année, skier sans son brace, pas de misère. Mais pendant le physio-réadaptation, il faut faire des exercices. Si on porte ça seulement, et après, comme 6 mois, on dit, OK, c'est le temps de partir ça, OK, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Aussi, d'avoir un rouleau. Ça, c'est très important. C'est extraordinaire. C'est nécessaire. Ça, c'est comme avoir un masseur dans ta maison. On peut utiliser ça, ou si on veut être plus spécifique, on peut avoir comme une balle de tennis ou une balle de lacrosse. Yoga. Pour masser le tissu. Ouais. Alors, les muscles à côté, la bandelette iliotibiale, ITB en anglais. En anglais, on dit IT band. Oui, c'est vrai, oui, ça. Cette partie-là, ça devient trop serré. On voit ça chez les coureurs. C'était là ma blessure quand je courais. C'était le IT band qui tirait, là. IT band, les muscles en arrière, les ischio-jambiers ou hamstrings, les fesses, les muscles en arrière deviennent trop tendus ou même trop faibles des fois. Et il faut soit faire des exercices de renforcement, des exercices de flexibilité. Alors, ça dépend de quelle sorte de problème. Si le problème vient du dos, et c'est pas au genou, mais les symptômes de douleur sont
au oui, parce genou. que tu l'as bien dit, c'est connecté ici, là. Le L5, L3, ça nous amène au genou. Oui, c'est vrai. Alors, c'est ça le problème. Là, il faut faire des mouvements répétitifs d'extension pour aider. Si c'est le problème, c'est dans un disque. Il y a un protocole qui s'appelle McKenzie Protocol pour faire. Alors, c'est des extensions répétitives comme ça qui va aider avec le disque si c'est un problème mécanique comme ça. On peut faire des exercices de renforcement, core strengthening, des exercices comme ça qui vont aider ça avec le dos. Et on peut voir si le problème dans le genou s'améliore. Exact. Et même si la douleur, si ça commence au genou, mais ça monte, ça centralise, ça devient plus au centre, ça c'est une amélioration aussi. Alors, même si la région change, ça bouge un petit peu. Mais si ça monte plus au centre, au dos, alors ça c'est une amélioration aussi. Ça dépend de quelle sorte d'évaluation qu'on fait, la diagnose, la clinique, impression clinique. Après ça, on développe ces exercices. Toutes sortes d'exercices, puis ça permet à la personne de faire des choses à la maison pour s'aider eux-mêmes, en même temps qu'on fait de la physiothérapie. Et le but ultime, c'est de retourner à son sport et à sa vie et à sa santé. Et c'est pas juste pour les athlètes. Alors, comme tu as dit avant, c'est les personnes qui deviennent un peu plus âgées ou les personnes qui sont pas trop actives, juste veulent faire des choses, de jardinage. Si juste mettre sur mon genou. Se promener avec les petits-enfants dans un parc, tu sais, juste prendre une marche. OK, tu restes avec moi, on va prendre une toute petite pause, on revient tout de suite après la pause, bougez pas. OK. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Je vous lance l'invitation d'être là à chaque semaine avec ma brochette d'invités de chroniqueurs. On parle de toutes sortes de sujets. Je suis certaine que vous allez être intéressés. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous. Arthur Coinco, toujours avec moi aussi. Là, on a sorti cette image-là, puis il y a peut-être quelque chose qui se passe avec les hanches aussi, hein? Oui, si la hanche c'est trop épais, si le bassin est trop élargi, ça peut affecter l'angle de cette partie de jambe. Le muscle ou l'os? L'os, le muscle, tout ça. Et ensuite, ça affecte l'angle ici, dans le genou. Et si ça affecte l'angle, ça peut aussi causer, la personne peut être plus vulnérable à avoir des problèmes au genou. Des problèmes au genou. Alors, si on va avoir plus d'informations, j'ai serré ta feuille déjà, regardons ça. Alors, si on va à prophysiotherapy.com, c'est là qu'on peut te trouver, n'est-ce pas? Si on va avoir d'ailleurs, si on veut voir où te trouver, mais à ce moment-là, on peut te trouver aussi dans ta clinique sur la rue Merivale. Merivale, oui. C'est ça. Merci. Moi, avant de quitter, je voulais prendre un petit moment pour mentionner qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée de M. Vincent Campeau, notre assistant réalisateur. Ah oui, on te voit! Allô? Allô, Vincent? Merci! On t'envoie la main. Alors, on aime toujours ça, voir partir nos jeunes, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'excitant qui s'en vient pour eux, mais on les remercie parce que sans eux, on n'aurait pas d'entre nous, il n'y aurait pas de Rogers sans nos bénévoles. Merci beaucoup encore, Arthur. Merci encore. Et nous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve ici à la même heure demain avec une toute nouvelle émission. À la prochaine!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Regardez TV Rogers, Ottawa.